Alors, bienvenue ici. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte, le sujet de la conférence n'est plus tout à fait celui qui avait été initié au départ, mais le professeur Lavallée, qui devait assurer une conférence sur l'intelligence artificielle, est malheureusement indisponible pour raison de santé. Nous lui souhaitons un bon rétablissement, mais ça c'est pas pour autant qu'il a pu être présent aujourd'hui. Dieu merci, deux vieux fidèles des Amis de la Liberté, Hugues Giez et Daniel Amédro, nous ont fait la gentillesse de le remplacer au pied levé, mais évidemment sur un autre sujet. Hein, il s'agit des médias et des réseaux sociaux. Remarquez que ça a un lien parce que tout ça est lié à un formidable éclatement de diffusion d'Internet et de l'informatique mise à la disposition de chacun. Alors, la prochaine conférence aura lieu le 5 décembre avec comme sujet la laïcité, pilier de la République, par le professeur Gérard Bras, qui est président de l'université des Hauts-de-Seine, qui lui aussi a bien voulu venir pour remplacer un autre philosophe qui était prévu, qui lui aussi a malheureusement des problèmes de santé. Moi-même d'ailleurs, je ne me sens pas très bien, mais je durerai jusqu'à la fin. Non, mais ça m'enflamme un peu le cafard, à tous ces problèmes. Voilà, alors je vais vous laisser juste en vous rappelant les incontournables. D'une part, la gestion de vos téléphones. Pour les réseaux sociaux, je pense que ça s'impose. Puis aussi, je vous rappelle le fait que nous sommes tributaires des normes de sécurité. Nous sommes obligés d'engager un vigile à chaque fois. Et nous avons l'habitude de faire une petite collecte. En partant, si vous avez 3 pièces qui traînent dans la poche, vous serez bien aimable de les mettre dans les petites cassettes qui sont prévues à cet effet. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais prolonger les propos d'Alain Tiberti de 2 manières. D'une part, en faisant une information sur le séminaire des Amis de la Liberté qui se déroule depuis 4, 5, 6 ans. Il va se dédoubler. Nous allons distinguer d'abord l'appellation générale, ça va être les ateliers débats de l'émancipation. Donc c'est facile de comprendre sur quoi on veut mettre l'accent. Atelier, débat, émancipation. Je n'en dis pas plus. Et il y aura 2 courants de réunion. Un premier courant qui est celui qui est connu maintenant, c'est le thème pluriannuel des chemins de l'hégémonie. Il va se poursuivre. Il va reprendre en janvier 2025 et il reprend à la Maison des Associations 50 boulevard Saint-Roch. Toujours le mercredi de 18h30 à 20h30. J'indique tout de suite le thème des réunions des chemins de l'hégémonie. Donc de janvier à juin 2025, nous allons étudier un thème et un seul, c'est le Staline et le stalinisme. Donc faire un bilan de la période stalinienne et du stalinisme. Donc cette conférence de janvier à juin. Et le deuxième courant de réunion, eh bien, ce sera quelque chose qu'on va appeler Varia, des sujets divers et variés. Vous les trouverez sur une fiche. Il y en a quelques dizaines pour ceux que cela intéresse. Par exemple, le samedi 30 novembre, le parti politique absolument indispensable, mais à réformer en profondeur. Et donc nous ne sommes pas dans le thème des chemins de l'hégémonie, nous sommes dans des questions qui nous paraissent d'actualité. Le samedi 7 décembre, les relations internationales par le citoyen Robert Charvin, qui est là au premier rang.
le 25 janvier, un samedi 25 janvier, le ou les néofascismes, toujours par Robert Charvin, que j'accompagnerai en cette occasion. Le samedi 1er mars, la dette publique, que nous ferons tous les deux. Le samedi 26 avril, le congrès de Tours. Vous savez que c'est le congrès constitutif du Parti communiste français. Et le samedi 14 juin, la crise du capitalisme que nous allons faire aussi tous les deux. Pour ceux qui veulent garder une trace de tout cela, il y a quelques feuilles qui vous attendent, mais ce sera publié sur le site des Amis de la Liberté. Deuxième prolongement que je veux donner au propos de Alain Thiberty, cela concerne un événement qui touche les Amis de la Liberté. Ils ont perdu une amie fidèle qui est Irène Thérèse. Je donne la parole à Jacqueline Thible. Elle s'appelait Irène Thérèse. Elle a adhéré aux Amis de la Liberté en 2006, date de la création de l'association. Depuis cette date, elle a également suivi tous les séminaires. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, tant elle était discrète, dans un coin de la salle, mais Irène ne se départait jamais ni de son stylo, ni de son carnet de notes. Elle savait aussi bien poser les bonnes questions, celles-là même qui permettent au conférencier de rendre son propos accessible à tout un chacun. Discrète, certes, mais engagée depuis son plus jeune âge. Des décennies durant, elle a vendu le Patriote Côte d'Azur et l'Humanité Dimanche devant la poste Garibaldi ou sur la place du même nom. Elle défendait les causes justes, celles qui ambitionnent de permettre à chaque être humain de vivre dignement au sein d'une société solidaire. Car Irène savait ce que trimer veut dire. Après les privations imposées dans son enfance par la Seconde Guerre mondiale, elle avait connu une tragédie personnelle. Veuve à 39 ans, avec un fils de 8 ans. Cependant, Irène, ouvrière chez EDF, admirative des résistants de son enfance, ne supportait pas l'idée même du renoncement. De son fils, elle fit un ingénieur. Quant à elle, elle fut une militante acharnée et infatigable, d'une générosité incroyable. En un mot, toute sa vie, Irène a mis en œuvre ce qui deviendra la devise des Amis de la Liberté, s'éduquer à la pensée critique pour devenir un citoyen éclairé. Irène est décédée le 17 novembre dernier. Irène aurait aimé être là ce soir, parmi nous. Je l'entends nous dire, de sa voix à la fois douce et joviale, « Mesdames et messieurs, ne renoncez jamais à la liberté de comprendre le réel, car cette compréhension seule peut conduire l'humanité à construire une société où régneront l'égalité et la fraternité. » Merci. Nous allons dédier à Irène, eh bien,
cette conférence de ce soir. Alors, médias de masse et pensée unique. Il y a un sujet en particulier que nous voulons évoquer avec vous ce soir. C'est un sujet qui remonte à 1988, la théorie de la propagande publiée par Edward Herman et Noam Chomsky aux États-Unis. Et théorie qui, depuis, n'a cessé de prospérer dans les milieux critiques, mais aussi n'a cessé d'être remise en cause, remise en question, critiquée par les dominants. Donc c'est par ça que nous allons commencer, mais nous allons vous en présenter non pas une version vraiment complète, mais une version abrégée. Ce sujet a fait l'objet d'une conférence dans le cadre du séminaire « Les chemins de l'hégémonie » dont je parlais tout à l'heure. Donc nous n'allons pas vous proposer la conférence complète, bien sûr que non, mais un abrégé de cette conférence. Pourquoi aussi? C'est parce que j'aimerais évoquer des sujets qui me paraissent particulièrement importants et intéressants dans la conjoncture actuelle. Par exemple, j'aimerais que l'on parle de la manière dont nous procédons aujourd'hui, en 2024, pour nous informer dans l'univers numérique. Vous proposez quelques idées, repères sur cette question. Par exemple encore, parlons de Bolloré. Parlons de Vincent Bolloré. C'est un sujet tout à fait brûlant. Par exemple aussi, il y a un autre milliardaire qui défraie la chronique. Il est plus discret, il faut bien le dire, il est bien plus discret que le premier que j'ai nommé. C'est Pierre-Édouard Stérin. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Il est à l'origine d'actions multiformes qui ont pour objectif d'aider Marine Le Pen à accéder au pouvoir. Pierre-Édouard Stérin, j'aimerais que nous puissions consacrer un moment à cela. S'agissant de médias, il y a aussi une question, c'est quels sont les mots que les médias emploient quand ils abordent des sujets divers et variés. On appelle ça la novlangue, la langue nova lingue, dit-on aussi. Et vous connaissez très certainement un livre qui est très célèbre là-dessus, bien entendu, c'est 1984, de George Orwell. Donc, j'aimerais qu'on parle de ça. Et puis, pour terminer, ce que je voudrais faire, c'est vous présenter une boîte à outils d'autodéfense intellectuelle. Ça nous prendra un quart d'heure. Les livres, ils sont là. Vous les présentez. Comment on fait dans l'univers qui est le nôtre pour s'armer, se documenter sérieusement, non pas dans une optique d'objectivité illusoire, non, dans l'optique de se défendre contre les autres. Attention, je ne vous promets pas, moi, une bibliographie neutre. Je vous promets, je vous annonce une bibliographie évidemment critique. Voilà. Donc, médias de masse et pensée unique, on va commencer par la théorie de la propagande de Herman et Chomsky, publiée, je l'ai dit, en 1988. Je vous présenterai tout à l'heure le livre qui en parle. Ce modèle de Herman Chomsky, il part d'une idée qui est la formidable inégalité des ressources entre ceux qui envoient l'information et ceux qui la reçoivent. Et les auteurs distinguent 5 filtres particuliers. Premièrement, l'orientation plus ou moins lucrative des principales institutions médiatiques, leur taille, le niveau de concentration de leurs actifs, le niveau de fortune des principaux détenteurs, numéro 1. En 2, la publicité
comme principale source de revenus des médias. 3. Leur degré de dépendance aux milieux politiques ou financiers et aux experts, entre guillemets, fiancés et adoubés par ces derniers comme principale source d'information. 4. La FLAC c'est l'artillerie antiaérienne, la FLAC comme moyen de rétorsion pour les remettre en place. 5. L'anticommunisme comme religion nationale et mode de contrôle. Voilà, donc les 5 filtres, on va les passer en revue immédiatement. Ils forment un système, nous disent les auteurs, ils peuvent être comparés à un dispositif de distillation fractionnée, cooling out system. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se représenter les informations brutes arrivant comme ça, arrivant d'en haut, et pénétrant dans le système des filtres, dans le système des 5 filtres. Pénétrant dans le système des 5 filtres, et à chaque niveau, les informations perdent quelque chose, acquièrent un caractère particulier, nouveau. Et à la fin, à la sortie des 5 filtres, eh bien, vous avez l'information prête à publier. L'information prête à publier. L'information brute d'abord, le passage dans les 5 filtres, et à la fin, l'information prête à publier. Le premier filtre, taille, contrôle, orientation lucrative des médias. Je vais aborder 2 points simplement. Premier point, c'est les liens entre les médias et le monde des affaires. 2 exemples pour la Grande-Bretagne, l'un pour la Grande-Bretagne et l'autre pour les États-Unis. La Grande-Bretagne, en 1837, au début du 19e siècle, l'investissement moyen pour un hebdomadaire national, pour mettre en place un hebdomadaire national, était de moins de 1000 livres, moins de 1000 livres, avec un seuil de rentabilité à 6200 exemplaires. 30 ans plus tard, en 1867, l'investissement était déjà passé à 50 000 livres. On passe de 1000 à 50 000. En 1918, le lancement du Sunday Express nécessita 2 millions de livres. Et son seuil de rentabilité se situe aux alentours de 250 000 exemplaires. C'est une hausse qui a été vertigineuse dès le départ. Nous sommes là en plein 19e siècle, qui n'a cessé depuis, bien sûr. Et non seulement elle n'a cessé, mais il faut dire, elle s'est accélérée. Le cas des USA. On y dénombrait en 1968 25 000 unités médiatiques. Donc unité médiatique, c'est tout ce qu'on veut, des journaux, des radios, des télévisions, des maisons d'édition, etc. La plupart de petite taille et dépendant des grands médias nationaux et des agences de presse pour tout ce qui ne concernait pas le local. Il existait aussi déjà quelques groupes de presse, dont certains ayant déjà la qualité de groupes multimédia. 20 ans plus tard, en 1988, disent les auteurs, les 29 plus grands groupes contrôlent à eux seuls plus de la moitié de la presse écrite et la quasi-totalité des radios. Chaînes de télévision, magazines, maisons d'édition et productions cinématographiques. Voilà. Donc en 20 ans, le système a été balayé. Balayé en 20 ans. Vous trouverez dans la trace écrite qui vous sera adressée d'autres informations. Deuxième point que je veux évoquer, c'est le lien, non plus cette fois-ci des médias avec les milieux financiers, mais les liens avec les gouvernements. Le gouvernement, bon,
il a un travail à faire, il distribue des autorisations, des accréditations, etc., etc. Et ça lui procure des possibilités d'influence, évidemment. Pour la télévision, les allers et retours, cas particulièrement illustratif, pour la télévision, les allers et retours entre la direction des entreprises médiatiques et les organismes de contrôle sont fréquents. En somme, concluent les auteurs, les groupes multimédia dominants sont réellement des entreprises colossales, dirigées par des milliardaires ou des PDG étroitement contrôlés par les propriétaires et d'autres groupes d'intérêt purement lucratifs. Elles sont en outre étroitement indépendantes et liées par des intérêts communs considérables à d'autres multinationales, à des banques et au gouvernement. Ceci n'est que le premier des puissants filtres qui font que nos informations sont orientées et sélectionnées. Voilà. On va passer au deuxième filtre qui est la publicité. Je m'aperçois que j'ai oublié de dire que cette façon de procéder à deux, c'est celle que nous avons dans le séminaire. Dans le séminaire, nous procédons systématiquement de cette manière-là. Alors, la publicité, dès qu'elle va apparaître, elle va produire des résultats qu'aucune des actions ou des procédures des États, des gouvernements, n'avait réussi à produire. Ni les taxes, ni les cautions. Vous connaissez peut-être, hein, au 19e, en France, les cautions que l'on demandait aux médias et les taxes. Eh bien, la publicité va avoir des résultats bien meilleurs. La publicité, je retrouve, allait en effet devenir un puissant mécanisme de sape des presses et de la classe ouvrière, disent les auteurs. C'est ainsi, par exemple, qu'en Grande-Bretagne, après la Deuxième Guerre mondiale, on va voir disparaître toute la presse social-démocrate, le Daily Herald, le News Chronicle et le Sunday Citizen, qui vont, disparition, qui vont entraîner une perte importante d'influence du Labour Party. Ce poids de la publicité, il entraîne de la part des médias une attitude qui consiste à attirer les lecteurs en fonction de leur pouvoir d'achat. À la télévision, cela prend une forme connue, qui est que ce sont tout simplement les publicitaires qui financent les émissions. C'est un petit peu moins vrai chez nous, c'est moins visible chez nous, mais aux États-Unis, c'est tout à fait éclatant. Pour le budget d'une télévision, le gain ou la perte d'un seul point d'audience dans l'échelle de Nielsen se traduit par une variation de 80 à 100 millions de dollars de recettes publicitaires dans l'année. Troisième filtre, le choix des sources. Ici, la thèse des auteurs, elle est la suivante. Les masses médias entretiennent une relation totalement symbiotique avec de puissantes sources d'informations pour des questions d'impératifs économiques et d'intérêts réciproques. Ils ont vitalement besoin d'un flux continu et stable d'informations brutes et ne peuvent se soustraire ni à la demande d'informations quotidiennes, ni à la grille horaire qui lui est impartie. Pour autant, ils ne peuvent pas se permettre de maintenir des reporters et des caméras partout où un événement important est susceptible de se produire. Alors, que faire? Eh bien, les moyens que vont employer les médias, c'est de concentrer leur dispositif d'information sur les lieux de pouvoir gouvernementaux. C'est un sujet que j'ai abordé il y a quelques minutes. Les hauts lieux de l'industrie, les sièges sociaux, etc. Les commissariats de police, ça c'est beaucoup plus concret et pratique.
les sièges de la police judiciaire ou bien aussi les conférences de presse. Les bureaucraties des grandes entreprises vont aussi faire l'objet de l'attention des médias. Elles sont dispensatrices, ces bureaucraties, d'une information que les auteurs appellent information par routine. C'est-à-dire qu'elles ont l'habitude tous les jours de diffuser de l'information. Et ça m'amène à une remarque un peu en marge du sujet. C'est une remarque qui est relative au coût du capital. Les entreprises qui entretiennent ces organisations, elles les financent, elles les payent. Ça leur coûte de l'argent. Il y a des organisations pour lesquelles ça se chiffre en milliers d'employés. Vous trouverez ça dans la trace écrite. Eh bien, cet aspect-là, on le néglige généralement. À mon avis, c'est une grave erreur. On devrait en tenir compte et organiser la critique et la polémique à propos de ça. C'est un coup, je vais l'appeler, un coup de l'hégémonie tout à fait important. Les auteurs considèrent que l'administration des grandes entreprises subventionne indirectement tous les médias et s'assure du même coup un accès privilégié à leurs services. Et il y a une cerise sur le gâteau, c'est que quand ces dispositifs sont mis en œuvre par les services publics, eh bien là, c'est vous qui financez. C'est vous qui financez, c'est nous tous qui finançons ces organisations, ces services de diffusion d'informations. De sorte, disent les auteurs, que ce sont finalement les citoyens eux-mêmes qui payent pour être endoctrinés au profit des puissances multinationales du complexe militaro-industriel, entre autres sponsors du terrorisme d'État. Voilà. Ça vous donne aussi, cette citation, une idée de la tonalité générale de Herman et Chomsky. Ce sont des militants, des combattants acharnés de l'impérialisme, etc. etc. Si vous connaissez leur littérature, vous n'êtes pas surpris. Le quatrième filtre, c'est la FLAC, ce mot bizarre, F-L-A-K. Donc Hugues disait que c'est le tir de barrage des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les avions. Eh bien, la FLAC, c'est un tir de barrage, mais cette fois-ci contre les médias. En 1983. Non. C'est pas mal. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Ça, c'est ce qui arrive quand je m'éloigne de mon texte. Voilà, mais je t'entends. Le terme FLAC, justement, moi je n'ai pas insisté au départ, hein. Le terme FLAC désigne certaines réactions négatives, oppositions ou affirmations des médias. Cela peut prendre la forme de lettres, de télégrammes, de coups de téléphone, de pétitions, de poursuites judiciaires, de discours, de projets de loi devant le Congrès. Dans tous les cas, on le devine, il s'agit de nuire aux médias visés, de faire apparaître sa position comme intenable. Très généralement, les annonceurs s'en mêlent, bien entendu. Ils ferment le robinet de la publicité. À l'époque de McCarthy, nombre de radios, de télévision et même de publicistes furent efficacement réduits au silence et contraints de produire des listes noires d'employés. La FLAC, elle peut venir du pouvoir, bien entendu, elle peut venir du pouvoir, et alors là, elle va prendre la forme de lettres demandant de produire la documentation à partir de laquelle l'émission a été réalisée.
ou bien elle va se traduire par une dénonciation du média auprès des actionnaires, effectuée par le pouvoir lui-même. Les milieux industriels financent tout un tas d'organismes qui font de la flaque. Donc entre eux, ils appellent ça la flaque machine. Pour produire la flaque machine, pour produire de la flaque. Et c'est un petit milieu qui s'auto-alimente, où on s'épaule mutuellement et que les pouvoirs utilisent pour contrôler l'information. Sous l'ère Reagan, la télévision était le piédestal d'où M. Reagan tenait sous son charme des millions de spectateurs. Et ses services fustigeaient régulièrement les médias s'ils osaient critiquer le grand communicateur. Bon, voilà, vous avez compris, le mieux, c'est de ne pas encourir les foudres de la flaque. Voilà. Cinquième et dernier filtre, et peut-être qu'ensuite on pourra entamer un premier mini-débat. Cinquième et dernier filtre, c'est l'anticommunisme. Le communisme, disent les auteurs, a toujours été la hantise des propriétaires, menaçant jusqu'à la racine même de leur position et statut de classe dominante. Voilà, il faut être anticommuniste, il faut l'être résolument, pas à moitié. C'est ainsi qu'aux USA, les libéraux, c'est-à-dire les gens qui tiennent des positions dites de gauche, sont tenus et se savent tenus de prouver constamment leur anticommunisme, ce qui les conduit généralement à se comporter en purs réactionnaires. En comparaison, on va dire, le fascisme, pour ces gens-là, est un moindre mal. Je précise que Noam Chomsky, Herman et Chomsky ne sont pas des communistes, mais dans leurs observations, ils ont relevé ça. Aux USA, l'anticommunisme, de toute manière, ça c'est quelque chose qui est extrêmement connu, exerce une profonde influence. Il est brandi à tout propos. C'est un mécanisme de contrôle permanent s'étendant à tous les sujets et conduisant à une représentation manichéenne du monde. Voici ce qu'ils en disent. Si on étudie leurs écrits, on trouve toutes les réactions classiques des gens victimes de déceptions amoureuses. Personne ne dénonce, ni même ne remarque l'arrogance de leur éloge d'hier et de leur diatribe d'aujourd'hui. Nul ne se soucie que rien ne soit étayé de preuves ou que l'invective seule y tienne lieu d'analyse. Leur hyper-stalinisme inversé, sous la forme habituelle d'un manichéisme absolu, s'en trouve blanchi pour la seule raison qu'ils en prennent au communisme. L'hystérie est toujours la même, mais ces nouveaux à tour lui valent un bien meilleur accueil. Voilà, donc voilà pour les 5 filtres. Dans la trace écrite, vous trouverez également une partie qui est consacrée aux critiques qui ont été adressées au modèle, qui ont été constamment adressées au modèle. Je le passe. Je vous indique aussi, peut-être que vous le savez, ça, vous l'avez déjà vu, vous avez sans doute déjà vu sur les médias sociaux un document qui s'appelle « Les 10 stratégies de manipulation des masses ». C'est un texte qui est inspiré quand on regarde les sources. Hein. Voilà ce qu'on arrive à savoir. C'est un texte qui est inspiré des écrits de Herman et Chomsky. Donc on va vous le mettre. On va vous le mettre dans la trace écrite. Il est intéressant. Vous avez 10 déclarations successives de stratégies de manipulation des masses. Voilà. On le trouve très très souvent sur Facebook et aussi assez souvent sous une forme très abrégée qui tient dans un tout petit recto. Voilà. C'est comme vous voulez, ou bien on continue, ou bien nous prenons quelques réactions par rapport
à ce premier round. Je voudrais signaler que, par exemple, le trumpisme fait la démonstration que le communisme est pour les trumpistes un phénomène très général. N'importe qui est communiste. On ne s'intéresse pas à la théorie, à la doctrine, au parti, etc. Mais tout opposant, tout contestataire, tous ceux qui remettent en cause un certain ordre dans un certain secteur sont des communistes. Hélas, le Parti communiste américain n'a pas la quantité d'adhérents qu'on peut lui attribuer de cette façon-là. Et je crois qu'il faut bien préciser, le communisme est quelque chose de beaucoup plus large que ce n'est en réalité. Ouais. Tout devient communiste à partir du moment où il y a une sorte de critique de la société, quelle qu'elle soit. Bien sûr, je me souviens de l'Obamacare. L'Obamacare, Obama a été qualifié de communiste, hein, à haute dose. Je ne sais plus par qui à l'époque, j'ai complètement oublié, mais les médias s'en prenaient à lui sur ce thème-là. Et il en est de même dans beaucoup d'autres pays que les États-Unis. Voilà, dès qu'il s'agit de manipuler des masses d'argent, enfin, je veux dire, la protection sociale, quoi, hein, qui sont des masses d'argent énormes, gigantesques, eh bien, communistes. Je ne veux pas payer pour les autres. Voilà. Je ne veux pas payer pour les autres. C'est un grand credo. On peut continuer si vous le souhaitez. Ah. Vas-y. Oui, Chomsky a dû connaître le livre Propaganda d'Edouard Bernays, qui était le neveu de Freud, et qui montre dans Propaganda comment la psychologie est mise au service de la manipulation de masse, par le biais notamment de la publicité. Alors, oui, Édouard Bernays, double neveu de Freud d'ailleurs, double neveu, et donc il a publié Propaganda, je vais vous le présenter tout à l'heure. Bernays est l'inventeur des relations publiques. L'inventeur des relations publiques. Ah. Et son livre Propaganda, c'est un sommet de cynisme et de manipulation, c'est absolument extraordinaire. On va en parler tout à l'heure. Alors, on continue. S'il n'y a pas d'opposition, on continue. Question que je veux vous soumettre et évoquer avec vous. Comment s'informe-t-on par le numérique aujourd'hui? Bien entendu, je n'ai pas la prétention de traiter le sujet de A jusqu'à Z en long, en large et en travers. C'est absolument impossible. Mais je pense qu'il faut quand même essayer de se donner quelques points de repère. Parce qu'en effet, qui ne consulte aujourd'hui, au moins une fois ou deux, Google Actualité, ou Twitter, ou sur son smartphone? Il est loin le temps où la majorité de l'information médiatique était diffusée par des feuilles de chou à travers la France. Une information mettait parfois plusieurs semaines à arriver de l'autre bout du monde pour être imprimée sur papier, la radio n'existait pas encore, et connue du paysan au fin fond du Berry. Voilà. Ça, c'était un autre temps. Aujourd'hui, l'information sous forme de vidéos haute définition parcourt la Terre en moins d'une seconde. Une seconde. Et dans les pays développés, elle parvient à la très vaste majorité des habitants. Je vous donnerai tout à l'heure une poignée, une demi-douzaine de statistiques à cet égard, statistiques planétaires. C'est cela que l'on appelle la révolution informationnelle, qui est issue de la révolution numérique. La circulation sur Internet augmente de 20 à 30%
en moyenne par an depuis 20 ans, soit un doublement tous les 3 ans. Voilà. Donc la question que je pose, elle est la suivante: comment on fait pour gérer tout ça? Parce que doublement tous les 3 ans, et ça fait 20 ans que ça dure, donc je ne sais pas ce que ça donne. Je vais aborder 3 questions: les moteurs de recherche, les agrégateurs de contenu et les algorithmes. Je vais survoler évidemment les moteurs de recherche. L'invention date de 2000. Google. Le moteur de recherche de Google. Quand je dis 2000, c'est parce que je veux que vous reteniez. Mais c'est peut-être 99 ou 98. Mais c'est quelque part par là. Google a été créé en 98 et a été introduit en bourse en 2000 aux États-Unis. Voilà. Donc, et le premier exploit de Google, c'est son moteur de recherche. Comment ça se passait avant le moteur de recherche? On a du mal à croire que c'est vrai, mais c'est vrai. Eh bien, les pages Internet, il y avait déjà de l'Internet. Les pages Internet, elles étaient mises à jour quotidiennement par des escouades et des escouades de personnes dont la tâche était de mettre sur ces pages des liens hypertextes vers des contenus. C'était horriblement fastidieux. Et dans le contexte de croissance exponentielle du contenu, ce n'était jamais à jour. Ah. Donc, qu'est-ce qu'il apporte, le moteur de Google? Il apporte que désormais, c'est un robot ou des robots qui scannent en permanence Internet par mots-clés avec des logiciels de ranking, R-A-N-K-I-N-G, c'est-à-dire classement. Logiciel de ranking. Et ayant fait cela, ils éditent des listes de résultats où figurent en premier les contenus les plus consultés. Et c'est comme ça qu'à partir des années 2000, on a commencé à pouvoir interroger le moteur de Google et il nous donnait des résultats bluffants, et il nous amenait à des contenus pertinents. Très vite, il veut aller plus vite que la musique, vous avez vu. Très vite, vont venir s'ajouter quelque chose d'extrêmement important. Mais vous l'avez vu, cette chose-là. Vous l'avez vu, vous vous en souvenez sans doute. Très vite, vont venir s'ajouter en haut des listes de résultats, des résultats sponsorisés. Donc là, c'était de la pub sous forme de résultats. Hein? Vous aviez tapé un mot-clé, vous voyez une liste, et en haut de votre liste, sur toute la largeur de la page, vous aviez 2, 3, 4 vignettes, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qui donnaient d'autres résultats, mais c'était de la pub. C'est un stade qu'il faut retenir. Hein, évidemment, la pub, elle se foutait là-dedans. Hein, elle n'y était pas, elle s'y est fichue. Voilà, moteur de recherche, c'est un moment important. J'en profite pour indiquer une source tout à fait formidable, c'est le capitalisme de surveillance. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage de Shoshana Zuboff, Z-U-B-O 2F. Où vous trouverez une description, mais alors formidable, du fonctionnement de Google. Et aussi
du fonctionnement de Facebook. Ce livre est récent, il a 3-4 ans. Alors, j'ai annoncé agrégateur de contenu. Pourquoi? Bon, d'abord, on en connaît tout ça. On en connaît tout ça. C'est Google Actualité. Google Actualité, c'est le modèle type des agrégateurs de contenu. Je ne sais pas combien de médias sont concernés par ce logiciel-là. Sûrement des dizaines, des centaines, sûrement, peut-être même des milliers, je n'en sais rien. Mais nous le voyons. L'agrégateur de contenu est basé sur un algorithme qui crée une vue d'ensemble de l'information provenant de plusieurs sources et adaptée au lecteur grâce aux cookies. Cookies, donc cookies, mot à retenir, c'est l'un des piliers du capitalisme de surveillance. C'est un petit programme qui s'inscrit automatiquement, sans que vous ayez rien à faire, dans votre ordinateur, et qui garde la mémoire des pages internet que vous avez consultées. Il faudrait avoir le réflexe de refuser les cookies, et moi j'aimerais savoir quels sont les gens qui ont ce réflexe-là. Ça, il ne doit pas y en avoir des kilos. Oui? Vous refusez les cookies? Non? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a toujours obligatoirement. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a qu'on ne peut pas. Il y en a qu'on ne peut pas enlever. Ouais, c'est sûr que ça. Il y en a beaucoup plus que ce que je pensais. Beaucoup plus. Ah, ben, c'est bien. Oui, oui, voilà, il y a ça. Voilà. Alors, c'est illégal, mais on ne l'a pas. Ouais. Ah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, on est à quoi? À 10% là? À 10%. Pareil, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, les cookies sont une mémoire, un espion qui s'inscrit dans votre machine et qui permet de personnaliser par la suite les pages qui vont vous être proposées. Mais je reviens sur l'agrégateur de contenu. Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument faire ça? C'est parce que il y a eu toute une époque dont, là aussi, je suis sûr, vous vous en souvenez, où il ne se passait pas un jour sans qu'une organisation, une association, une fondation, un service public ne crée son site internet. Qui n'a pas son site internet dans les années 2000, 2010? Ça nous paraît presque très éloigné aujourd'hui, hein, mais c'est de cette époque-là. C'est les années 2000 et 2010. Je pense que tous les jours, il se créait des, je ne sais pas, des dizaines ou des centaines de sites internet. Et donc, si on en était resté là, à cette accumulation indomptée, non organisée des sites internet, on retombait dans un système non viable. Et donc les agrégateurs de contenu ont réglé ça. Là, j'ai parlé de Google Actualité, c'est en ce qui concerne les médias. Mais vous avez des tas et des tas d'agrégateurs de contenu qui se cachent dans Internet sans s'annoncer comme tel. Là, Google Actualité, là, c'est sûr, c'est un chef de file. Mais vous en avez beaucoup. Et le tout, inutile de le dire, est absolument automatisé. Les algorithmes maintenant. Ils sont montés en première ligne pour répondre à la nouveauté des dernières années. Tout le monde devient créateur de contenu sur les réseaux sociaux et les plateformes. Chaque mois, les Amis de la Liberté mettent en ligne sur leur chaîne YouTube une ou deux ou trois vidéos. L'exploitation du contenu de l'Internet a donc encore changé.
Maintenant, il faut gérer le flux d'actualité pertinent pour chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs particuliers. Alors, quand vous avez un message correspondant parfaitement pour X ou Y raison à un groupe d'utilisateurs, eh bien, ce message, il va être largement diffusé dans un groupe. Et si la mayonnaise prend, eh bien, il sera dans la foulée, et souvent dans les minutes qui viennent, ou plus tard dans les heures qui viennent, mais le plus souvent dans les minutes qui viennent, mais il sera diffusé à d'autres groupes, dont les mots-clés ou dont les centres d'intérêt sont convergents ou congruents avec ceux dont on vient de parler. Et cela crée quoi, ce système, qui lui a 10 ans, 10-15 ans d'âge? Cela crée un effet de viralité. On s'est aperçu que l'effet de viralité était accompagné d'un effet de bulle, à savoir que certains groupes sont peu perméables aux informations venant d'autres groupes. Pourquoi? Parce que ça aussi, nous le faisons tous. Nous refusons des amis parce qu'ils ont tel ou tel profil. On le voit. Nous éliminons des publications parce qu'elles traitent de tel ou tel thème. Il n'y a pas à regarder. Tel thème, je ne veux pas, donc je supprime la publication. Je peux bloquer, alors sur Facebook c'est possible, mais c'est beaucoup plus fréquent sur Messenger, par exemple. Vous pouvez bloquer un individu et vous faites ça chaque jour et au bout du compte, vous finissez par vous constituer un univers qui exclut systématiquement certains profils et qui rassemble au contraire systématiquement certains autres. Et c'est ça l'effet de bulle. Évidemment que dans ces conditions-là, vous allez être d'accord avec tout le monde dans votre bulle et vous n'allez plus prendre la mesure des opinions divergentes. Des études ont montré qu'effet de viralité et effet de bulle ont eu une grande influence sur la radicalisation de la société américaine. Mais on peut imaginer que le même processus est à l'œuvre en Europe. En Europe et en France, bien sûr. La crise politique de l'été, c'était aussi quelque part quelque chose qui nous faisait réfléchir sur le rôle des médias, des réseaux sociaux. On s'est tous demandé comment ça se faisait que l'extrême droite avait réussi à conquérir tant d'esprit, toutes ces positions. Et donc, bon, on n'a pas les réponses, hein, on n'a pas suffisamment de recul, etc. Je n'ai pas de réponse, mais on s'est tous posé la question. Et là, il y a un enjeu démocratique. Évidemment, je vais terminer là-dessus. On voit bien qu'il faut que nous arrivions à comprendre ce qui se passe. C'est un petit peu aussi l'idée de ce petit passage sur l'usage des médias sur Internet, c'est de poser des mots, de poser des idées. Ça ne va pas nous apporter une solution miracle, mais il faut savoir que Internet, ça passe par certaines choses. Donc, il y a un enjeu démocratique, c'est compliqué, on ne va pas pouvoir régler le problème par la censure, ça c'est clair. Les personnes trouveront toujours un moyen pour faire passer leurs idées. Ça, la censure, c'est non. Et en plus, vient d'apparaître, mais là ça date de quoi, 6 mois, 1 an, l'intelligence artificielle. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il faut penser de l'intelligence artificielle. Pour le moment, peut-être que je me rassure en disant ça, mais pour le moment, je pense que
l'intelligence artificielle, elle ne fera jamais que ce que des esprits humains lui auront dit de faire, selon certains critères, selon... je ne sais pas. Bon, mais moi, le mot intelligence, je le récuse, en tout cas. Jusqu'à plus ample informé, artificiel, pourquoi pas, artificiel, je le laisse à qui veut, mais intelligence, non. J'ai pas envie qu'on dise que l'intelligence peut supplanter l'être humain. Ça me dérange. Voilà. Sur les usages d'Internet pour s'informer, voilà quelques notions, vous aurez ça hein, sur la trace écrite. Et je vous donne maintenant quelques chiffres qui vont vous épater. Genre une grosse demi-douzaine, c'est tout. Des chiffres mondiaux, j'insiste. Ils sont d'octobre 2024. C'est aussi pour ça que je veux vous les donner. Combien d'individus connectés à Internet dans le monde? On est 8 milliards, hein? Oh non, plus que ça. 5,5. Ouais. Taux de pénétration, 2 tiers. Et il y a des pays où c'est forcément plus, puisqu'il y a des pays où c'est moins. Combien d'utilisateurs de la téléphonie mobile dans le monde? 5,75 milliards. 2 tiers. Moi, j'aurais jamais cru ça. Jamais j'aurais cru ça. Combien d'utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde? 5,22 milliards. 63,8%, qu'on ne se trompe pas. 0,8. Combien d'heures passées par jour à naviguer sur le web? Moyenne mondiale, 6h36. Moyenne mondiale. On est compte? C'est fou. Quel pourcentage des internautes accèdent au web par leur téléphone mobile? Alors là, 96,2. Incroyable. Alors il y a un domaine où il y a un gap. Pourcentage de la population rurale qui utilise Internet, 49,9. J'allais dire 50, soyons précis. 49,9. Population urbaine, 80,3. Ah, là, il y a un gap de 30 points. La région du monde la plus connectée, c'est l'Europe du Nord. Pourcentage 97,5. Derrière, l'Amérique du Nord, pas loin, 96,9. Et là, l'Europe de l'Ouest, 94,6. Dernier chiffre, le Google Chrome est le navigateur web le plus utilisé au monde. 65,7. Voilà, dernier chiffre. Mais, bon, ça veut dire quoi, ces chiffres? C'est que là, il y a un phénomène civilisationnel. Ah oui, tout à fait. Anthropologique. Hein? Parce que des chiffres comme ça veut dire que l'Afrique, bah, ils ont le téléphone mobile. C'est pas possible autrement. Ils sont je ne sais combien de milliards. S'ils n'avaient pas de téléphone,
on n'aurait pas ces moyennes-là. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec ce sujet de l'Internet, du numérique et de l'Internet comme source d'information. Bolloré, oui, Helmut. Comme tu dis, tu as des hésitations à dire que... On n'entend rien. Ah oui. Vas-y. Oui, comme tu dis, tu as des hésitations de dire que le mot intelligence dans intelligence artificielle te dérange et tu n'as pas envie de l'utiliser. Moi, ça ne me dérange pas de le dire. Par exemple, je lis actuellement une chose qui m'aide beaucoup. J'ai traduit un livre du français en allemand. Et le traducteur, je l'ai sur Internet avec mon téléphone, et qu'est-ce que c'est aidant d'utiliser ça? Je cherche un mot, mais il ne me propose pas une traduction. 5 différents mots pour un mot que je tape en français. Évidemment, c'est ma langue maternelle, donc je le reconnais, mais je n'aurais jamais trouvé moi-même. Donc, il est beaucoup plus intelligent à un moment donné par rapport à ce que je cherche que moi-même. Donc, c'est très utile. Oui. Mais il a des capacités que moi je n'ai pas, intellectuelles. Après, je peux faire ce que je veux. Je choisis parmi les 5 mots celui qui correspond au mieux au texte que je traduis. Voilà. Mais moi-même, je suis beaucoup plus faible que le traducteur. Oui, mais qu'est-ce que... Je vais reprendre ce que tu as dit exactement. Qu'est-ce que tu as dit exactement? Tu viens de dire que pour traduire un livre et pour ajuster ta traduction de tel ou tel terme, tu fais appel à un traducteur automatique. Bon. Mais ça, c'est... quelle est la structure mathématique de ce travail-là? C'est un tableau de correspondance entre une colonne X et une colonne Y. Je simplifie parce que c'est plus compliqué. Tu as dit toi-même qu'il y a quelquefois... Ouais, c'est ça. Qu'il y a quelquefois 5 réponses pour un mot. Donc j'ai simplifié. Mais peu importe. Ça veut dire qu'un syntagme dans une langue, on t'en propose 5 dans une autre, mais c'est la même structure mathématique. Bon. C'est pas de l'intelligence. Pas du tout. C'est pas la définition de l'intelligence. Non, mais tu l'as dit toi-même, la définition de l'intelligence. Quand tu dis que une fois que le traducteur t'a fourni 5 mots, c'est toi qui choisis. Et là, il faut se demander quels sont tes critères pour choisir. Peut-être que ce sont des critères littéraires. Bon. Peut-être que ce sont des critères techniques, parce que tel ou tel syntagme charrie une connotation particulière, technique, poétique, politique, n'importe, tout ce que tu veux. Donc, et toi tu choisis en fonction du registre de langage dans lequel tu évolues. Ça, c'est ton intelligence qui le fait. Mais il n'y a pas d'intelligence dans la plateforme de traduction. La plateforme de traduction, moi, dans une autre vie, j'ai écrit des programmes informatiques pour calculer les dotations horaires des établissements scolaires. Que Dieu me pardonne. Voilà. Dieu peut-être, mais pas les enseignants. S'il y a des enseignants. Bon. Ben, j'assume, j'assume. Eh bien, le but du jeu, entre guillemets, c'était de doter les établissements. Donc, il y avait des effectifs, des machins, des trucs, enfin, tout un tas de choses. Et des profs, des spécialités, des machins. Bon, mais il faut inventer un tableau qui comporte tous les cas de figure. C'est un tableau Excel, avec des lignes et des colonnes, et avec des formules dans chaque case. Et franchement,
le tableau Excel, il est bête comme ses pieds. Le mec intelligent dans l'affaire, c'est moi. Hein, qui... Elle n'a pas l'air d'accord. Elle n'a pas l'air d'accord. Ouais, mais si je l'avais eu devant moi, on n'aurait pas été du même côté. Mais c'est l'individu, c'est l'être humain qui le fait, le truc, qui est intelligent. Mais le tableur Excel, non. Le traducteur, non plus. Si tu as en face de toi deux personnes, tu dis un mot, il y en a un, tu as en face de toi deux personnes, il y en a un, on dit un mot aux deux personnes et on leur demande de trouver des synonymes. Il y en a un qui te trouve 6, l'autre 2. Qui est plus intelligent? Ah oui, mais pour moi c'est une question d'intelligence aussi. C'est pas qu'un seul critère, bien sûr. Mais quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui sait les relier, qui sait les adapter au contenu. Mais pour moi, il est plus intelligent que celui qui ne sait pas. Et l'intelligence artificielle peut m'aider là-dedans. Notamment l'exemple que je citais, ce qui me frappe, c'est le gain de temps que j'ai. Avant, je prenais mon dictionnaire, je cherchais. Oh, mais j'ai gagné un temps énorme dans la traduction. Mais je suis complètement d'accord. Ça fait gagner du temps et on accède comme ça à des connaissances auxquelles on n'aurait jamais pensé. Mais de là à dire que être capable de fournir 2 synonymes ou bien 6, ça signale une différence d'intelligence, je ne crois pas, parce que on peut avoir... De connaissances. Peut-être pas d'intelligence, mais de connaissances. Non mais, tu vas avoir des gens, dans un registre particulier, ils vont te trouver une foule de synonymes, et les mêmes, dans un autre registre, ils vont être particulièrement secs, parce que ça ne fait pas partie de leur culture. Donc, bon, de leur parcours, de leur truc professionnel, centre d'intérêt, tout ce qu'on veut. Bon. Donc, moi, si on me demande des trucs dans le domaine de la poésie, bon, mais dans le domaine de l'histoire ou autre, d'accord. Mais il y a des domaines, non, je ne peux pas, je suis sec. Donc, mais l'intelligence, c'est autre chose. On ne va pas se lancer dans une définition, mais c'est autre chose. Question. Juste une remarque, c'est qu'on est au début. Hein? Donc, on est, quoi, peut-être 3-4 ans qu'on parle de l'intelligence artificielle. On en reparle peut-être dans 10 ans. Et on verra ce que ça sera. Bien sûr, bien sûr. Non, mais parce que vous prenez par exemple aux États-Unis, vous pouvez maintenant vous passer d'un avocat parce qu'il y a comment on appelle, des logiciels qui vont vous défendre. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire ce que fait l'avocat. Il va voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, quels ont été les jugements, les cas similaires, etc. Donc il fait ce qu'il fait l'avocat. Et à la fin, si je peux juste... est-ce que vous dites l'intelligence il faudrait définir un peu plus précisément qu'est-ce que c'est l'intelligence. Mais si on peut avoir accès à un énorme réservoir d'informations et on sait les combiner et les agréger, ben, c'est l'intelligence. C'est ce qu'on fait nous. C'est ce que fait l'être humain à la fin. Après, il peut y avoir de l'intuition, mais ça va venir. Ouais. Même les machines vont... Enfin, les algorithmes vont avoir aussi l'intuition. Ça va venir. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est une création de l'homme. Au départ. Cette machine qu'on dit posséder une intelligence, tout ce qui est dans cette machine a été créé par l'homme. Ce sont des logiciels, que vous avez des milliers de logiciels qui répondent à toutes les questions et qui ont des tableaux écrits par des ingénieurs. Moi, j'ai fait de la programmation chez IBM et je connais très bien le système. Ce sont des logiciels qui sont dans ces machines.
La machine n'est pas intelligente, c'est l'homme qui possède l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. On en reparle dans 10 ans, comme vous le disiez. Je pense qu'il y a deux types d'intelligence artificielle, les machine learning, comme on appelle en anglais, et les deep learning. Les machine learning, c'est du coup plutôt les traducteurs, Google un peu. Elles ont un référencement, un tableau Excel, on leur donne quelque chose, elles nous donnent une sortie. Un logiciel basique qui répond sans réfléchir, sans le contexte, sans rien. Le deep learning va plutôt réfléchir, là c'est de l'intelligence. Parce que du coup, on lui donne un contexte, il travaille tout seul jusqu'à avoir la meilleure sortie possible de ce contexte. Donc par rapport au traducteur, on va lui donner par exemple tout le livre, il nous donnera du coup les meilleurs synonymes, non, pas les meilleurs synonymes, les meilleurs mots adaptés à ce contexte, parce qu'il aura compris le texte presque mieux que l'homme, et au moins une traduction qui sera parfaite. D'accord. Voilà. Auto-apprenant. Voilà, auto-apprenant. Alors là, c'est la jeunesse qui parle. De ce côté, moi, je parle plutôt sensibilité, où pour moi, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais un homme, parce que, par exemple, pour un avocat, quand il va défendre quelqu'un, oui, il y a la connaissance, mais il y a aussi une personnalité, il y a des émotions, et ça, pour moi, la machine, je ne sais pas jusqu'où elle peut aller pour remplacer ça, mais pour moi, ça me paraît tellement impossible qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a le charisme, on oublie le charisme. Oui. Alors, je vous indique que la discussion que nous sommes en train d'avoir, et c'est le sujet qui devait être traité. Et qui sera traité au printemps 2025 par Yvan Lavallée. Voilà. Bien, on peut passer... Oui, encore une question. Non, c'est pas une question, mais je reprends un petit peu ce qui a été dit. Il me semble que les logiciels, enfin, toute cette intelligence, toutes ces données, elles sont alimentées par l'homme, par les choix qu'il fait, des mots, et que c'est l'homme qui alimente cette intelligence dite artificielle. Parce qu'il ne me semble pas qu'elle ait la possibilité de faire des choix ou de faire des synthèses. Elle propose plusieurs choses, mais elle ne peut pas arriver jusque-là. Donc je crois que c'est l'homme lui-même qui nourrit les données. Alors là, je ne suis pas un spécialiste, hein. Je ne veux surtout pas me faire passer pour un spécialiste, mais, et peut-être que le jeune qui est là en sait bien plus que nous, mais je crois savoir quand même que, par exemple, Google, il faut parler de Google essentiellement, mais il y a aussi plein d'entreprises qui sont connues de personnes, mais parlons de Google qui est connu, alimente ces plateformes ou ces logiciels de traduction, etc., ils les alimentent automatiquement, sans intervention humaine. Google est capable de scanner. Alors, il faut un petit peu de temps, hein. C'est pas quelques minutes ou quelques heures, c'est quelques jours, mais il est capable de scanner l'Internet et de trouver tous les endroits où des syntagmes, des mots apparaissent. Calculer les taux d'occurrence, les conditions d'occurrence, etc., etc. Bon, tout ça automatiquement. Il n'y a pas d'intervention humaine. Et c'est ça qui nourrit ce que vous décriviez. Le deep learning. Non, là c'est plutôt du machine learning. Machine learning, voilà. Et c'est ça qui nourrit les machines auto-apprenantes. C'est qu'elles ont la connaissance de tous les endroits où des mots apparaissent. Et avec les contextes, le type de documents, etc. Des documents techniques, des documents littéraires, des documents publics, des documents privés, etc.
Donc, c'est pour ça que votre proposition tout à l'heure, il faut qu'on en reparle dans 10 ans. Hein. Évidemment, là, peut-être qu'on sera moins fiers, je n'en sais rien. Daniel? Oui, non, alors moi je voudrais revenir sur la traduction et la machine learning, là, parce qu'en tant que professeur de lettres, je suis pas la seule dans la salle, là. Bon, tout le monde sait que les élèves, grâce au traducteur orthographique, ils utilisent le traducteur orthographique, or c'est une véritable catastrophe. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la langue française a des complexités, ce n'est pas la seule langue à en avoir, n'est-ce pas ? Mais nous en avons beaucoup. Donc le traducteur, par exemple, quand il s'agit de l'accord d'un participe passé « je suis arrivé », ne sait absolument pas si le sujet est une femme ou un homme. Ouais, bien sûr. Et donc, il se plante magistralement. De même, pour des choses complexes comme même, adverbe ou adjectif, eh bien, il ne le sait pas. Cela même, le traducteur, le correcteur va mettre pades, alors qu'il en faut un. Là, c'est un adjectif. Donc, vous voyez, il y a toutes ces subtilités. Je suis désolée, la machine n'y arrive pas. Pas pour l'instant. Elle peut pas savoir si je est un homme ou une femme. Elle peut peut-être poser la question. Est-ce que vous vous souvenez, il y a 10 ans, quand vous alliez dans un traducteur, qu'est-ce qu'il vous traduisait? Et ce qu'il fait maintenant, c'est le jour à la nuit. Oui, c'est vrai. Moi, je suis des fois surpris quand je mets. C'est vrai qu'il y a encore des choses qu'il ne sait pas. Si c'est un homme, si c'est une femme, selon la langue. Mais il y a 10 ans, c'était une catastrophe de la traduction. Aujourd'hui, vous pouvez presque la retirer, prendre telle qu'elle, parce qu'elle est parfaite. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'il y aura dans 10 ans. Je peux juste dire, pour rester dans une note positive, c'est qu'on a encore ce poids de tirer la prise, hein, donc à l'intelligence artificielle. Ah bah oui. Pour le moment. Oui, oui. Peut-être un jour on ne pourra même plus passer. Voilà. Bien, on va passer à... On va couper court à cette discussion qui est sans fin. Mais Yvan Lavallée va revenir au printemps. Je ne sais pas si, Henri, tu la connais la date? Non. Tu l'as pas en tête? Non. Mais il reviendra. Hein? Dans le premier semestre. Le premier semestre 2025. Yvan Lavallée va venir. Donc, on l'interrogera là-dessus. Je passe à Bolloré. Bolloré, c'est quelqu'un dont il faut s'occuper. Les bananes en Afrique, là-bas, d'accord. Voilà. Qui connaît ça? Voilà. Bah, c'est tous les esprits un peu tordus, quoi, hein, qui connaissent ça. Merci. Que d'éloges. Ça paraît tous les ans. Ça paraît tous les ans dans le monde diplomatique. C'est quoi? Vous avez au centre des choses colorées là. Au centre, ce sont les têtes de réseau des médias. Donc en orange, toutes les têtes de réseau, Bolloré en fait partie, et d'autres encore. Arnaud, Lagardère, Saadé, etc. Vous avez Ouest France, etc., etc., etc. Vous vous rendez compte le nombre de médias qu'il y a là-dedans. Bon. Et vous avez des traits qui représentent les liens financiers. Voilà. Donc voilà le système médiatique qui est le nôtre. Ce n'est que la France. Peut-être ça déborde un tout petit peu, je n'ai pas vérifié, sur la Belgique. Parce qu'il y a certains de nos médias qui débordent sur la Belgique. Mais enfin bon, voilà, c'est la France. Et notre ami Bolloré, il est là-dedans. Alors, je veux en parler parce que la crise politique de l'été, elle l'a mis aussi en lumière. On a vu le rôle qu'ils peuvent jouer.
les radios, les télés, les plateformes numériques, Facebook, Twitter, enfin, il faudrait dire X, pour façonner les esprits. Et la partie, on a vu qu'elle est inégale, puisque quand même, d'un côté, vous avez des milliardaires dont les moyens sont extrêmement importants, et en plus, ils sont particulièrement déterminés. Et puis de l'autre côté, on a un service public, on s'interroge sur ce service public. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va finir par lui... Un de ces 4 matins. Hein? Quelles sont les intentions des pouvoirs publics à l'égard du service public de l'audiovisuel? On ne sait pas trop, mais on est quand même un tout petit peu inquiet. Il y a quelques indices quand même. Pardon? Il y a quelques indices quand même. Oui. Alors, donc, un service public encore important, mais fragilisé. Illustration avec ce micro-trottoir. Même si c'est le degré zéro du journalisme, hein, on ne s'en sort plus, disent beaucoup de passants. Ils disent aussi, Macron nous méprise, il y a trop d'étrangers et de délinquance. Et si le journaliste cherche à en savoir plus, des réponses telles que celle-ci fusent, on le voit tous les jours à la télé. Voilà. C'est ça, c'est cette chute-là qui est problématique. On le voit tous les jours à la télé. Et là, en face de ça, il faut mettre quelques réalités électorales. Des réalités électorales qui interpellent. Dans les grandes villes, où vous avez les plus grandes concentrations d'immigrés, où vous avez le plus grand nombre possible de problèmes de délinquance de toutes sortes. Dans les grandes villes, le RN fait ses scores les plus faibles. Première interrogation, première interpellation. Par ailleurs, et à l'inverse, dans les zones périurbaines et rurales, désindustrialisées, sous-équipées en services publics, confrontées au chômage. Là, on s'attendrait à ce que la question sociale soit mise en avant quand même. Eh bien non. C'est l'immigration. C'est l'immigration, mais il y a... Bon, le problème ne se pose pas, mais c'est l'immigration et les questions identitaires, le racisme, etc. Ça pose question. Des sociologues ont montré que les habitants de cette France oubliée n'ont plus jamais accès à un récit de gauche. Quand il n'y a plus de sociabilité par l'usine ou le syndicat, quand l'habitat est dispersé, quand on ne lit plus de journaux, radio et télévision restent omniprésents, au domicile, au bistrot. Et les chaînes d'information en continu tiennent alors le haut du pavé. CNews, C8 et BFM tournent en boucle du matin au soir. Et c'est ce qui a fait dire à la philosophe Cynthia Fleury que l'extrême droite ne gagne pas la bataille des idées, mais elle gagne la bataille des écrans. C'est ça sans doute que Bolloré a compris. La bataille des idées, c'est pas évident, c'est extrêmement compliqué, protéiforme, mais la bataille des écrans, on est tous frappés, aujourd'hui, nous tous, quand nous allons dans un café, il y a un écran au fond. Et quand il n'y a pas de match de foot, qu'est-ce qu'il diffuse, l'écran? BFM, C8, CNews. France Info? Non. Antenne 2? Non. TF1 peut-être. Peut-être. LCI? Peut-être.
filiale de TF1. J'ai pas fait d'études, hein. Pas fait d'études. C'est au fil de mes pérégrinations dans les cafés. Et Dieu sait que j'en fréquente. Mais voilà. Donc, mais surtout, c'est le top 3, c'est BFM, C8, C12. Donc, il a compris cet enjeu et il y a une institution qui ne fait pas grand-chose pour le baliser. C'est l'ARCOM, Autorité de régulation de la communication. La redoutable efficacité de cette machine de guerre a pu se constater lorsque des candidats du RN, totalement inconnus, ont été élus sans même avoir fait campagne. Le parti d'extrême droite le plus efficace, mobilisé en permanence et actif sur tout le territoire, s'appelle aujourd'hui CNews. Et donc, à côté de cela, eh bien, le service public de l'audiovisuel, il est dans la situation dans laquelle il est. La question politique et démocratique, donc, elle est posée, elle est sur la table. C'est à ça que je veux en venir. Elle est sur la table. Et nous avons une référence. L'ordonnance sur la presse de 1944 peut pour cela constituer une bonne base, à condition d'être adaptée aux conditions actuelles. L'ordonnance de 1944, elle fait partie, c'est un des volets du programme Les Jours Heureux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord et avant tout poser la question de la propriété des médias, de leur concentration et de la régulation. Il faut poser aussi la question de la place du service public de l'audiovisuel et de son financement. Revoir les missions et le pouvoir de sanction de l'ARCOM. Inscrire dans la Constitution le droit à l'information et à l'existence d'un service public de l'audiovisuel faisant partie de l'intérêt général. Revoir les aides à la presse, redéfinir le pouvoir des rédactions, promouvoir les formes de propriété coopérative et participative. Pourquoi pas un fonds public qui pourrait être abondé par une taxation généralisée de l'ensemble du marché publicitaire, y compris sur Internet? Voilà. C'est tout simplement la démocratie et le vivre ensemble qui sont en jeu. Il y aurait, nous avons prévu, je l'ai annoncé, à parler de Pierre-Édouard Stérin. C'est un milliardaire qui, donc, je l'ai dit, apporte au Rassemblement national et à la droite conservatrice en général une aide logistique, idéologique, financière, etc., etc. Dans la trace écrite, vous allez trouver la description rapide, abrégée, du dossier que l'Humanité a publié pendant le mois d'août 2024 là-dessus. Je vais passer aussi sur la novlangue néolibérale. Vous savez, ces mots dont on nous abreuve, je vais en prendre juste un, c'est les charges sociales, bien sûr. Les charges sociales, vous verrez dans la trace écrite ce que j'en dis. Et pour terminer, je vais vous présenter donc une boîte à outils d'autodéfense intellectuelle. Pourquoi? J'en vois qui rit là, bêtement au premier rang. Non mais quoi alors? Non, alors, bien sûr, c'est ma boîte à outils à moi. Hein. On est bien d'accord? Vous aurez sans doute des propositions à faire immédiatement hein, à celle que je vais faire. Alors, je commence par
Et les livres sont là. Je commence par l'économie française en 10 leçons. L'ouvrage est ancien, il est de 1999, mais qu'à cela ne tienne, il contient des raisonnements qui sont toujours d'actualité. Un manuel de terminale. Sciences économiques et sociales. Manuel. Il y a un niçois qui est un co-auteur, Renelli. Il est sûrement connu de certains d'entre vous. Évidemment, je vous présente le manuel le plus critique que je connaisse. Manuel de terminale. Je ne vous présente pas les autres. Un manuel de premier cycle de fac. Économie politique, auteur Catherine Mills. Même chose, l'économie, ça vieillit, mais les raisonnements sont toujours là. Les chiffres, bien sûr, ils vieillissent, mais les raisonnements sont toujours là. Ça, c'est nouveau, grand manuel d'économie politique. C'est publié par l'Association française d'économie politique, toute nouvelle association qui s'est créée pour regrouper les économistes critiques. Et c'est un manuel de fac. Vous l'aurez dans la trace écrite que vous recevrez de la part des Amis de la Liberté. Ça, c'est bien. Ça, c'est formidable. Je continue. Manuel indocile de sciences sociales. Fondation Copernic. Fondation progressiste. Très bien. Vous avez je ne sais pas combien, 100 ou 150 fiches thématiques là-dedans. Voilà. C'est aussi de la culture générale, bien entendu. Ici, je vous présente une collection, vous la connaissez sans doute, En finir avec les idées fausses. Vous la connaissez sans doute. Je vous... elle n'y est pas complètement, mais... Alors, En finir avec les idées fausses. Sur les pauvres et la pauvreté. Sur les fonctionnaires et la fonction publique. Sur les syndicats et le dialogue social. Sur l'islam et les musulmans. Propagé, donc idées fausses, propagées par l'extrême droite. Sur la laïcité, sur les retraites, sur les migrations. Sur la psychiatrie et la santé mentale. Sur l'école. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et je vous assure, c'est une très belle collection. Petit caractère. Vous avez, je ne sais pas combien de questions, peut-être une cinquantaine à chaque fois, quelquefois plus, et réponses bien documentées. Repères pour résister à l'idéologie dominante. Un seul auteur, qui sait déjà, Gérard Mauger. C'est un disciple de Bourdieu. C'est un bourdieusien. 3 tomes. Et en particulier, vous avez là-dedans, dans l'un de ces tomes, tout un ensemble sur les gilets jaunes. Petit cours d'autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon. Il est peut-être connu de quelques-uns, c'est un Québécois. Et petit cours d'autodéfense en économie. C'est pas Baillargeon, c'est Jim Stanford. Le monde diplomatique. Manuel d'histoire critique. Manuel d'économie critique. Et vient de paraître, je réglerai mes comptes après, et vient de paraître Manuel d'autodéfense intellectuelle en histoire.
Ça, c'est beaucoup plus modeste, mais c'est efficace. Ce sont des petits trucs, je ne sais pas comment il faut appeler ça, édités par Attac. Vous voyez? C'est une espèce de prospectus, mais ils ont donné une forme comme ça. Alors là, celui-là, guide de navigation pour affronter le grand marché transatlantique. Vous savez, vous avez une présentation des accords, des projets d'accords internationaux. Idée reçue sur l'école. J'insiste pas parce que vous avez la trace écrite, dans la trace écrite. Hein. La pensée en otage, Aude Lancelin. Manuel d'autodéfense intellectuelle. La novlangue néolibérale, là j'insiste. Alain Beer. Alain Beer. Celui-là, c'est un titre très fort. J'ai utilisé ces travaux pour l'histoire du capitalisme, il y a 2 ans. Les conférences sur la formation de l'hégémonie bourgeoise, mi-15e, mi-18e. C'est un truc de fou. Et là, pour lui, c'est une distraction. Mais pour nous, c'est très bien. Donc il y a une 50aine de fiches. Là où tout à l'heure, j'ai été très très allusif, lui, ça prend 3-4 pages, évidemment. Domestiquer les masses, collection Agone. Alors voilà, fabriquer un consentement. Noam Herman et Chomsky. Alors je précise quelque chose d'important. Si jamais vous tombez dans les librairies sur une autre édition que celle-là, il ne faut pas l'acheter. Il ne faut pas l'acheter. C'est seulement ça qu'il faut acheter. Ce livre a fait l'objet d'une bagarre scandaleuse, innommable, entre différents éditeurs, différents traducteurs, qui au départ ont tous essayé de gommer le tranchant, de couper le tranchant des propos des auteurs. Un truc de fou. Et voilà la seule traduction qui a l'accord intégral et sans réserve des auteurs, aux éditions Investigation. Propaganda, qui a parlé de propaganda? Je ne me souviens plus. Ah, c'est toi. Donc voilà, c'est édition Zone. Très beau livre, très intéressant, sur les relations publiques. Les médias contre la gauche. Cette dame, Pauline Pernaut, elle est impliquée dans le fonctionnement d'une association qui s'appelle Acrimed. Vous connaissez? Association de critique des médias. Donc là, je la cite, je n'ai pas de document, enfin si, j'ai ça, j'ai ce livre, mais il faut aller sur Internet, Acrimed. Il y a un très beau site de l'association. Et Acrimed, et ils sont très pointus pour analyser les coups tordus des médias. À bas la presse bourgeoise, Dominique Pinsol, chez Agone, le sous-titre « 2 siècles de critique anticapitaliste des médias, de 1836 à nos jours ». Noam Chomsky, bon là, de la responsabilité des intellectuels. Contre-feu, chez Agone. Le langage de l'Empire, Domenico Losurdo, un marxiste italien, qui est décédé maintenant dans les années 2017, 18, 19, je dirais, quelque chose comme ça. Le langage de l'Empire, lexique de l'idéologie états-unienne. Et enfin, l'humanité, les clés pour comprendre l'extrême droite. Et voilà. Qui veut compléter? Qui veut compléter? Allez, Magali Le Maignan.
Alors moi, ce sera dans le sens du féminisme. Je vous conseille Sororité de Chloé Delhomme, tous les livres de Mona Chollet, que ce soit Sorcière, Déculpabilisez-vous, Réinventons l'amour. Je vous conseille aussi de suivre sur les réseaux sociaux le Pépite Sexiste, le collectif féministe contre le viol, Oser le féminisme, la Fondation des femmes. Et là, dernièrement, c'est pas le féminisme, mais c'est par rapport au quartier populaire et toutes les idées reçues qui sont véhiculées dans les médias et sur les réseaux. Il y a un livre qui vient de sortir, ça s'appelle La Laverie, de Siam Spencer. La Laverie, c'est une partie du quartier des Moulins à Nice. C'est le plus gros point de deal des Alpes-Maritimes. Siam Spencer, c'est une journaliste qui a passé quelques mois au Moulin parce qu'elle n'avait pas le choix. Et elle décrit les moulins d'une façon fabuleuse. J'approuve tout ce qu'elle dit, ça fait 30 ans que j'habite au Moulin. Je vous le recommande, ce livre, il est fabuleux. Merci. Allez, pour compléter, quelqu'un qui a peut-être une référence qui lui est chère, j'ai pas épuisé le sujet, c'est pas possible. C'est impossible. Pardon ? Angela Davis. Angela Davis, oui, tu es un peu... Je trouve toujours, je relis ces livres, je trouve ça d'analyse vraiment toujours très juste. D'accord. Angela Davis. Et j'aimerais la faire venir aux Amis de la Liberté. Ah oui ? Ça serait formidable qu'elle vienne. Écoute, tu as devant toi le trésorier. Pas de regret ? Non, ça va. Voilà, allez. Je rappelle que vous pourrez retrouver le compte-rendu de cette conférence sur notre site, qui a été enregistré en vidéo, sur notre site amisdelaliberté.fr, y compris toutes les conférences qui sont filmées. Notre programme de 2025 est en cours d'élaboration, il sera prêt au tout début janvier, dans lequel il est compris la conférence sur l'intelligence artificielle, qui devait avoir lieu ce soir. D'accord. Et moi, j'ai un papier provisoire pour les ateliers débats de l'émancipation. Et le 5 décembre, nous aurons la conférence sur la laïcité en pierre angulaire de la République. Bien.